Guédiawaye et qui souhaitent rallier l'échangeur Technopole, là-bas ça circule tout doucement. Une fois que dépassé rond-point Technopole, vous avez la possibilité soit de progresser sur la péage, là-bas aucune difficulté à signaler pour le moment. Par contre, si vous avez choisi la route nationale en passant au niveau du rond-point Cambren, là-bas ça circule lentement car Cambren c'est un point de convergence des véhicules sortant du côté rond-point Casdi et ceux descendant sur la péage, cause pour laquelle c'est un peu difficile pour dépasser ce point, mais une fois que dépassé, la voie est dégagée pour nous ramener du côté école Maria Magnas, voilà ça, la passerelle Bouna du Secrétaire Syntec. C'était Trafic News. Merci beaucoup, Papa Lessissé. Nous démarrons avec cette sortie du syndicat des observateurs de la pêche. C'est pour dénoncer des conditions de travail jugées difficiles et des salaires dérisoires comparés aux tâches conférées. Le secrétaire général des travailleurs des pêches et de l'aquaculture du Sénégal, joint au téléphone, revient sur les revendications. Et selon Abdoulaye Roger Dian, des actions seront entreprises dans des jours à venir. Nous l'écoutons. En fait, les travailleurs de la pêche vivent dans des conditions extrêmement difficiles. En premier lieu, c'est au niveau du traitement salarial. Ça, c'est un. Deuxièmement, le secteur regorge de compétences, notamment des contractuels, qui sont recrutés au niveau du département, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas intégrés au niveau de la fonction publique. Ce qu'on prévoit de faire, c'est de déposer un préavis de grève ce 2 novembre, et une fois le délai expiré, nous irons en grève. Et il y aura des conférences de presse entre-temps que nous comptons organiser dans les jours à venir. Et ce secteur est aujourd'hui menacé par certaines firmes étrangères où les travailleurs sont surexploités, renseigne Baïla Sow, le représentant de la Fédération internationale des ouvriers du transport pour l'Afrique francophone et la CEDEAO. Ce dernier rappelle que le secteur pourvoit beaucoup d'emplois, d'où le rôle de l'ITF de défendre l'intérêt de ces travailleurs pour des conditions de travail meilleures. Nous l'écoutons. Dans le secteur de la pêche, pour défendre les intérêts des migrants, on a 2 projets en Thaïlande où il y a beaucoup de Cambodgiens, de Vietnamiens qui travaillent sur des bateaux dans ce secteur-là, qui sont exploités, qui sont considérés comme des esclaves. En Irlande, nous intervenons parce qu'il y a plusieurs pêcheurs ghanéens qui sont embauchés là-bas à travers les bureaux de placement et ils sont exploités comme des esclaves. Et c'est un métier extrêmement dangereux. La durée de travail parfois est longue. On nous a parlé parfois sur certains bateaux chinois, par exemple, de 20 heures de travail par jour. Les salaires aussi sont bas. Nous essayons de tout faire pour amener la négociation par des conventions collectives de salaires décents pour eux. Raréfaction des ressources halieutiques est un des facteurs de l'immigration clandestine en Afrique, selon toujours Baïla Sow, le représentant de la Fédération internationale des ouvriers du transport pour l'Afrique francophone et la CEDEAO. Aujourd'hui, les chefs d'État africains doivent revoir les accords de pêche signés avec l'Union européenne et les bateaux chinois qui surexploitent nos mers. Nous l'écoutons toujours. Dans le secteur de la pêche, pour défendre les intérêts des migrants, on a 2 projets en Thaïlande où il y a beaucoup de Cambodgiens, de Vietnamiens qui travaillent sur des bateaux dans ce secteur-là, qui sont exploités, qui sont considérés comme des esclaves. En Irlande, nous intervenons parce qu'il y a plusieurs pêcheurs ghanéens qui sont embauchés là-bas à travers les bureaux de placement et ils sont exploités comme des esclaves. Et c'est un métier extrêmement dangereux. La durée de travail parfois est longue. On nous a parlé parfois sur certains bateaux chinois, par exemple, de 20 heures de travail par jour. Les salaires aussi sont bas. Nous essayons de tout faire pour amener la négociation par des conventions collectives de salaires décents pour eux. Et puis parlons de la sortie hier des anciens militaires grands mutilés de guerre. Ils continuent de solliciter une audience avec le chef de l'État, le seul à leurs yeux capable de trouver une solution à leurs souffrances, telle que la revalorisation de leur pension. Safiatou Badiaï revient ici sur leur conférence de presse tenue ce jeudi après-midi. Les anciens militaires grands mutilés de guerre ne sont toujours pas satisfaits. Ils veulent, entre autres, une revalorisation de leur pension retraite et une indemnisation généralisée. Jusqu'ici, aucun grand mutilé n'a été indemnisé. Cette question avait même suscité des perturbations
dans nos différents foyers. Cette démarche a été lancée à la suite de plusieurs correspondances qui, malheureusement, n'ont jamais connu de retour. Ces anciens militaires qui souhaitent une assistance particulière continuent de réclamer une audience avec le chef de l'État. Nous avons exploité tous les pistes par le biais des acteurs concernés. Malheureusement, les portes du palais nous ont toujours refusé. Pour rappeler l'acte de reconnaissance que nous attendons toujours du président de la République. Ces anciens militaires grands mutilés de guerre qui en sont à leur énième rencontre se disent plus que jamais déterminés à lutter pour que leurs conditions de vie soient améliorées. Et nous poursuivons au plus bref avec la commission ad hoc chargée d'examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire des 2 députés incriminés dans une présumée affaire de trafic de visa vient d'enregistrer une défection. Il s'agit de Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké. L'une des raisons évoquées est l'absence de consensus lors de la première réunion de la commission ad hoc ou encore des éléments du dossier soumis à l'Assemblée nationale par le garde des Sceaux qui ne seraient mis à la disposition des membres de cette commission. Et cette démission de Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké a un non-événement selon un des membres de cette commission. Cependant, cette source soutient que son collègue a une mauvaise compréhension du travail de la commission ad hoc qui ne saurait se substituer au juge Alassane Baldé. Une seule réunion tenue et une lecture de 5 minutes des éléments du dossier par le président Aïmilou Gningue ont suffi pour que le député Abdou Bara Dolly Mbacké ne présente sa lettre de démission à la commission ad hoc. Une décision actée ce jeudi à l'issue de la réunion. Autre motif évoqué, le refus du président de mettre à la disposition des membres les éléments du dossier. Une violation, selon Abdou Bara Dolly Mbacké, du consensus trouvé dans la dite commission. Pour la source contactée, membre de la commission ad hoc, il n'y a pas quoi fouetter un chat et considère d'ailleurs cette sortie du député comme une sortie hasardeuse. Selon notre source, l'Assemblée nationale n'est pas un tribunal et ne saurait donc juger qui que ce soit. En plus de cela, il y a le secret de l'instruction car le dossier ne doit pas se retrouver sur la place publique. Ainsi, sa démission n'entrave en rien la poursuite des travaux car, comme le stipule l'article 34 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la commission est composée d'une 30aine de membres et donc la démission d'un de ses membres ne signifie pas grand-chose. Ce qui est clair, le travail se fera si la demande de la levée de l'immunité parlementaire des 2 députés est introduite. Et malgré cette démission d'un des membres de la commission ad hoc, la procédure enclenchée se poursuit selon les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, ce fut le cas dans les affaires Khalifa Sall et Ousmane Sonko. On a eu aussi à noter des démissions du membre de la commission ad hoc. Les explications ici de Fatoulaye Mbaye Diop. Ce n'est pas nouveau la démission d'un membre de la commission ad hoc censée statuer sur la levée de l'immunité parlementaire d'un député. La dernière en date, c'est quand les députés Cheikh Bamba Dièye et Moustapha Guirassy avaient démissionné de la commission ad hoc qui devait statuer sur la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Malgré moult supputations et polémiques, la procédure est arrivée à terme. Plus loin encore, quand il s'agissait de lever l'immunité parlementaire de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, maître Madi Kenya avait été démissionnaire de la commission ad hoc et le processus avait suivi son cours. Et d'ailleurs, c'est cet exemple que la majorité s'est appesantie pour dire que la démission d'un membre à la commission ad hoc n'entrave en rien le déroulement des travaux de la dite commission. Il a été évoqué même l'article 52 de la loi organique qui prévoit la constitution de 11 membres qui vont composer la commission ad hoc. Alors, le débat ne risque pas de se poser avec cette démission de Cheikh Abdou Mbacké de la commission ad hoc devant statuer sur la levée ou pas de l'immunité parlementaire des 2 députés cités dans le présumé trafic de passeports diplomatiques. Et à quelques heures au même jour du démarrage de dépôt des dossiers de candidature, l'adrénaline monte au sein des différentes coalitions. À Yewwi par exemple, la conférence des leaders s'est réunie hier. Même constat du côté de la coalition mise sur pied par Thierno Alassane Sall. Pour d'autres, c'était encore le flou total, nous dit Fatimata Diop, qui a eu à recueillir quelques indiscrétions.
La panique, le flou total, c'est ce qu'on constate chez les candidats à la candidature pressentis dans certaines coalitions de partis politiques qui n'ont pas encore déposé leur caution. Qu'est-ce qui explique cela? En effet, l'ouverture des commissions de réception des listes dans les préfectures est prévue pour ce vendredi pour démarrer le travail. Dans certains QG, c'est le désarroi et la panique car il n'y a toujours pas de consensus pour les têtes de liste. À Yewwi Askan Wi, selon certaines indiscrétions, la conférence des leaders est en conclave actuellement. Et selon toujours notre source, les discussions se poursuivent à l'intérieur et que d'ici la fin de la soirée, tout va être clair. Dans tous les cas, la carte va se jouer ce jeudi. Au sein de la coalition République des Valeurs, il n'y a pas d'inquiétude selon un des membres de cette coalition. En attendant juste le démarrage des activités pour faire le travail sur le terrain. De même qu'à Gëm Sa Bopp, selon certaines indiscrétions, ils ont déjà déposé leur caution et ils ne sont pas ébranlés par la situation. Dans tous les cas, cette commission de réception des listes va débuter son travail à partir de ce 29 jusqu'au 3 novembre 2021. Sachez aussi que 2 notifications de listes dossiers de candidature ont été déjà réceptionnées hier par la commission de réception des dossiers de candidature instituée à la préfecture de Pikine. Le préfet Mohamedou Moustapha Ndiaye rassure que toutes les dispositions ont été prises pour recevoir les mandataires des partis et coalitions. Je vous propose de suivre sa réaction. On s'est organisé, le service est ouvert à l'ensemble des entités, c'est-à-dire les partis politiques, les coalitions de partis politiques et les entités indépendantes. On les attend pour recevoir la notification des noms des coalitions sous la bannière desquelles ils comptent aller pour ces élections-là. Maintenant, à partir de demain, la commission va siéger pour maintenant recevoir effectivement les dossiers de candidature à ces élections territoriales-là. Donc pour le moment, nous en avons reçu pour aujourd'hui, pour le moment, 2 notification de nom de coalition, mais ça se poursuivra jusqu'à la fin du processus. Nous sommes faits prêts pour, en tout cas, ce qui concerne le département de Pikine, au niveau de la préfecture et au niveau des 2 autres sous-préfectures. Parlons de la coalition Benno Bokk Yakaar avec les investitures qui risquent de froisser ses relations avec ses alliés. Le PS a décidé de déposer une caution et l'UCS d'Abdoulaye Baldé a tout simplement claqué la porte. La cause, l'APR est accusée de boulimie locale. N'est-ce pas, Fatou Abdou Ndiaye? Le choix du président Macky Sall se dessine de jour en jour. Des alliés du régime sont abandonnés dans plusieurs localités. Aujourd'hui, l'avenir de la coalition Benno Bokk Yakaar s'assombrit et c'est la reconquête de nouvelles bases politiques. Chacun des partis qui composent la majorité présidentielle affiche ses armes et semble déterminé à défendre coûte que coûte ses intérêts, notamment les collectivités territoriales qu'il contrôle, quitte à se séparer de l'alliance et de voler de ses propres ailes. La preuve, le Parti socialiste qui avait décidé de participer aux prochaines élections territoriales du 23 janvier 2022 dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar a fait machine arrière. Le PS a déposé sa caution comme pour éviter ce qui est arrivé à Abdoulaye Baldé à Ziguinchor et Talla Sylla à Thiès. Ainsi, Aminata Mbengue Ndiaye affiche sa détermination à aller à la reconquête des maires et conseillers départementaux, c'est-à-dire à conserver déjà Kaffrine avec Abdoulaye Wilane, Golfe Sud avec Aïda Sow Diawara et d'autres localités de la Petite Côte, fief de son prédécesseur, le défunt Ousmane Tanor Dieng. Reste maintenant à savoir l'avenir du Parti socialiste dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Poursuivons avec cette boulimie locale, cette fois-ci à Mbacké, où la coalition Wallu-Sénégal vole en éclats. À l'origine, la boulimie du PDS. Les députés de Bokk Gis Gis, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké, entend aller sous la bannière de Pape Diop au local pour conduire les destinées du département de Mbacké. Un reportage que nous proposent Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf. La coalition Wallou se disloque. L'honorable député Cheikh Abdou Mbacké s'explique. Certains sont zélés, assoiffés de pouvoir. Nous connaissons tous. S'ils disent que Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ne sera pas candidat, pour cet effet, il sera à la conquête du département. Je pense que si je demande le département, personne ne se posera de questions. À cet effet,
Saint-Louis, Touba, Mbacké et les communes rurales auront toutes les raisons pour me confier le département. Le candidat départemental Bokk Gis Gis. Cependant, il promet victoire à ses partisans. Il aura des soucis parce qu'il sait très bien de quoi je suis capable. Le lion s'est réveillé en 2017, j'ai gagné en 2019. Par ailleurs, il dissipe les soucis et précise que le Bokk Gis Gis se porte bien dans le département. Après le démarrage de ses activités en avril dernier 2020, les Petrosen Trading et Services a ouvert sa première station-service. C'est la commune de Diamniadio qui abrite l'infrastructure, laquelle est érigée sur la Nation 1, sur l'axe qui mène vers la route de Mour. L'inauguration a donc servi de cadre pour le directeur général de se projeter sur l'année 2023 pour espérer voir l'impact de la découverte du pétrole et du gaz sur le coût de l'énergie et des produits pétroliers et gaziers, avec une éventuelle baisse sur les prix. Un reportage de Charameti Diansek et Mansour Diaya. La première station-service ouverte par Petrosen est située dans la commune de Diamniadio sur l'axe qui mène vers Mour. Le point de cette histoire, c'est que les ressources naturelles qui ont été trouvées au Sénégal appartiennent au peuple. Ce sont les stations-service que nous voyons tous les jours. Ici, il y a 900 stations au Sénégal, mais cette station est la station de tous les Sénégalais, puisque nous sommes tous les actionnaires de Petrosen. Avec la découverte du pétrole au Sénégal, la question qui brûle les lèvres, une baisse possible du coût à la pompe. Le pétrole n'est pas encore sorti. C'est vrai que souvent il y a de l'amalgame qui est fait. Les gens pensent que le pétrole est déjà là. Non, parce qu'il faut savoir que ce pétrole dont on parle, ce gaz dont on parle, il est à 120 km des côtes sénégalaises pour le dernier trimestre de 2023. À partir de cette date, certainement, les Sénégalais verront la baisse des prix des produits pétroliers. Petrosen Trading Services, qui est une société nationale, a démarré ses activités en avril 2020. C'est l'ancien champion du lutte Tyson reconverti dans les affaires qui a assuré les travaux de construction de cette première station. Et dans ce secteur, revenons sur la relance économique initiée. Le secteur informel accuse les grandes entreprises de s'être accaparées de 200 milliards destinés à la relance des activités. Le directeur exécutif de l'INACOI Yessala révèle que l'économie informelle n'a rien reçu de ces fonds. Aladien s'exprimait donc en marge d'un atelier sur le coronavirus et la commande publique, une initiative de l'ONG 3D qui vise à outiller les PME et PMI pour l'accès au marché public. Plus de détails dans ce compte rendu signé Abdelaziz Saoudabar et Madani Marega. Durement affecté par la pandémie, le secteur informel n'a rien bénéficié des 200 milliards destinés à la relance de l'économie, dénonce l'UNACOI Yessal. Ces 200 milliards ont été bouffés par les grandes entreprises au détriment des PME, PMI. Toute l'économie informelle a été zappée par ce programme de relance de l'économie. À cela s'ajoute leur non-accès à la commande publique. Cet atelier va permettre de diagnostiquer les contraintes afin d'y apporter des solutions. Il faut qu'il y ait des réformes beaucoup plus incitatives permettant que le secteur privé puisse accéder déjà à la commande publique parce qu'il y a beaucoup de barrières techniques, parfois c'est des barrières financières. Le marché public, un budget annuel de plus de 200 milliards. Cette année, le Sénégal va à un budget national de 5 000 milliards. On peut croire que les marchés publics représenteront entre 3 000 et 3 500 milliards. Si ces ressources sont bien réparties au niveau des entreprises, elles pourront toutes survivre. Le DG de l'ARMP rassure et se dit disposé à apporter toute l'assistance technique nécessaire pour permettre aux PME-PMI de pouvoir tirer leur épingle du jeu dans les marchés publics. Les notaires associés à la Cour d'appel de Dakar ont prêté serment ce jeudi. Des recommandations leur ont été faites, à savoir l'exactitude des actes notariés ou encore la formation continue. Revenons sur ces instants solennels avec le compte rendu de Adjarato Eshininga. Admis souvent dans une profession fermée, le notaire est appelé à servir une institution qui a une mission. L'intervention du bâtonnier de l'ordre des avocats, c'est une responsabilité qui nous est rappelée et nous nous attellerons à vraiment respecter le serment qui a été fait